24 mai 2025, les montagnes chiliennes en Chine. Un parapentiste est entraîné vers le haut comme une poupée de chiffon à 35 km par heure. Il ne sait pas s'il tourne, tombe ou monte. Tout est blanc. Sa voile s'effondre au-dessus de lui, se rouvre brusquement, puis s'effondre à nouveau. Il tente sa dernière manœuvre de secours. La tempête la déchire, ses mains deviennent complètement engourdies et la traction violente du ciel ne fait que s'intensifier. Il y a 21 minutes, il était debout sur le sol, ajustant les sangles d'un harnais d'occasion. Maintenant, il n'a aucune idée d'où il se trouve. Voici l'histoire terrifiante et controversée du parapentiste qui a été aspiré dans les nuages mortels de Chine. Bienvenue dans l'extrême. En 2020, alors que le reste du monde était coincé à l'intérieur à regarder Netflix, Peng Yuzheng, un citoyen chinois de 50 ans originaire de la province du Gansu, a décidé de se lancer dans le parapente. Et c'est ainsi qu'une passion pour la vie est née. Peng n'était pas un professionnel, il n'était pas un athlète, il était juste un homme d'âge moyen qui avait besoin de quelque chose à faire pendant que le monde s'effondrait. Et le parapente était le genre de passe-temps que l'on commence puis que l'on abandonne, sauf que Peng ne l'a pas abandonné. En fait, il a fait tout le contraire. Il s'est entraîné si dur qu'en 2022, il avait obtenu une licence de parapente de classe B en Chine. Cela représente 2 années d'entraînement, à développer ses compétences, à apprendre à lire la météo et à piloter. En mai 2025, Peng avait effectué des dizaines de vols dans différentes chaînes de montagnes. Il volait sous le pseudonyme chinois en ligne, qui se traduit approximativement par voler à contrevent. Son vol le plus long enregistré était de 105 km. Son record personnel d'altitude était juste au-dessus de 5300 mètres. Il n'était pas un pilote d'élite, il n'en était même pas proche, mais il était sérieux et il devenait de plus en plus audacieux. Ce qui nous amène au matin du 24 mai 2025. Selon Peng, il est allé dans les montagnes chiliennes avec son ami pour faire la chose la plus ordinaire qu'un parapentiste puisse imaginer. Il avait récemment acheté une sellette d'occasion, il voulait simplement vérifier si elle lui allait. Le terme technique pour cela est le secouage de parachute au sol, et ce que cela implique est vraiment simple. Vous gonflez votre voile au sol, vous la laissez s'élever au-dessus de votre tête, vous sentez la tension et vous vérifiez l'ajustement. Vous ne quittez pas le sol parce que vous ne volez pas, vous vérifiez simplement que tout fonctionne avant de voler. C'était tout le plan. Il ignorait que les 20 minutes les plus effrayantes de sa vie se préparaient déjà au-dessus de lui. Peng a commencé ses tests au sol quelque part autour de la base de la montagne, à 10 000 pieds. Il a gonflé la voile au sol, l'a laissé s'élever au-dessus de sa tête et a commencé à sentir la tension pour vérifier le harnais. La seconde suivante, une rafale de vent a frappé sa voile et l'a arraché du sol comme s'il était plus léger qu'une plume. Et tout d'un coup, Peng Yuzheng était dans les airs alors que ses pieds quittaient le sol. Peng a fait ce que tout parapentiste entraîné ferait. Il a essayé d'atterrir comme les parapentistes s'entraînent à le faire. Tu lâches les commandes, la voile s'effondre et tu es de retour au sol. Mais ce vent ne l'a pas lâché. Plus il essayait de descendre, plus le vent le repoussait violemment. Il dérivait maintenant vers l'est, plus vite qu'il ne pouvait contrôler. Et puis, soudainement, la traction ne venait plus des côtés, elle venait directement du dessus. Comme si quelque chose d'énorme était sorti du ciel pour l'attraper, Peng leva les yeux, confus, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Il vit une masse nuageuse sombre, tourbillonnante et agitée, qui aspirait tout ce qu'il y avait en dessous vers le haut, sa voile, ses suspentes, lui-même. Un nuage de type cumulonimbus s'était formé à une courte distance de l'endroit où il voulait tester son harnais, et ce nuage aspirait tout sur son passage. La plupart des nuages ne sont que de l'humidité, de la vapeur d'eau condensée en gouttelettes haut dans le ciel, beau et inoffensif, mais un cumulonimbus, c'est une toute autre histoire. Tout commence lorsqu'une colonne d'air chaud et humide s'élève du sol. En montant, elle se refroidit, et en se refroidissant, elle libère de l'énergie. Cette énergie la pousse encore plus haut. Plus haut signifie plus froid signifie que plus d'énergie est libérée. Plus d'énergie signifie qu'elle monte encore plus haut, elle s'alimente et grandit d'elle-même dans une boucle qui s'auto-renforce et s'auto-entretient. Un cumulonimbus mature peut s'étendre jusqu'à 65 000 pieds de hauteur avec des vents pouvant atteindre 160 pieds par seconde, tous dirigés vers le haut. La glace se forme surtout, la foudre frappe sans prévenir, la visibilité était nulle.
C'est tellement dangereux que les autorités aériennes classent les vols à l'intérieur d'un cumulonimbus comme catastrophiques. Et ce qu'il faut savoir avec ce nuage, c'est qu'il ne se manifeste pas un matin clair, il n'existe tout simplement pas. 90 minutes plus tard, il atteint 22 000 mètres de haut et engloutit tout ce qui se trouve en dessous. Au moment où vous le voyez se former, vous êtes peut-être déjà à sa portée. Ou, dans le cas de Peng, 20 minutes plus tard. Et ce matin-là, alors que Peng étalait sa voile sur le sol, au pied des montagnes chiliennes, il n'avait aucune idée qu'il allait devenir la victime du nuage le plus dangereux de la nature. Voyez-vous, les montagnes chiliennes sont en fait un immense moteur thermique en été. Elles se trouvent au bord nord du plus haut et du plus vaste plateau de la Terre, ce qui est parfait pour générer de l'air chaud et brûlant. Les nuages cumulonimbus adorent se former ici. Ils apparaissent 2,5 fois plus souvent qu'ailleurs en Chine. 94% de ces nuages se développent entre mai et septembre et 83% se forment entre midi et 21h. Et c'est ici que Peng testait son parapente à 12h19 en mai. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ce qui arrivait à Peng est ce que les parapentistes appellent l'aspiration des nuages. À mesure que le cumulonimbus grossit, il a besoin d'un apport constant d'air chaud qui l'alimente par en dessous. Cette demande crée un puissant effet d'aspiration sous la base du nuage qui s'étend parfois sur des kilomètres de large et entraîne tout ce qui se trouve en dessous vers le haut, dans la tempête. Des oiseaux, des débris et, dans le cas de Peng, un humain en vol. Le courant ascendant qui le portait se déplaçait à 32 pieds par seconde. C'est à peu près la vitesse d'une voiture accélérant fortement dans une zone scolaire, sauf que là, c'était en ligne droite vers le haut. Il avait 3 options pour s'échapper. La première chose qu'il a faite a été de replier les bords extérieurs de l'aile vers l'intérieur pour réduire sa surface, car une aile plus petite tombe plus vite. Il a fait cela, mais il ne tombait pas assez vite. Le nuage d'ascendance continuait de l'aspirer vers le haut. Il a alors saisi des poignées spécifiques qui coupaient l'aile, supprimant totalement sa capacité à générer de la portance. Comme plier une aile d'avion en plein vol. Mais la turbulence du vent rouvrait l'aile à chaque fois qu'il parvenait à la replier. Il continuait donc à monter. La troisième et la chose la plus agressive qu'il ait faite s'appelle une descente en spirale. Cela consiste à se lancer en cercle comme dans des montagnes russes, en prenant le virage le plus serré possible et à continuer de tourner jusqu'à former une spirale. Sauf que c'est toi la montagne russe, et cette force de rotation te tire vers le bas si violemment qu'elle peut surmonter presque n'importe quel courant ascendant. Je dois te dire que c'est très dangereux et que c'est réservé uniquement aux pires situations. C'est l'option ultime pour laquelle chaque parapentiste s'entraîne, mais qu'il espère ne jamais avoir à utiliser. Mais cela nécessite aussi un horizon sur lequel tes yeux peuvent se fixer pour que ton cerveau sache où se trouve le bas. Et à cause du brouillard de la tempête, Peng ne voyait rien. Pas d'horizon, pas de sol, aucun point de repère, rien sur quoi fixer ses yeux. Il n'avait aucune idée de la direction du bas, donc lorsqu'il a essayé la manœuvre en spirale, tout s'est effondré. Sa dernière option venait de lui faire défaut. Le nuage l'a englouti entièrement. À l'intérieur du nuage, tout autour de lui était blanc, violent, blanc. Son aile de parapente ne cessait de s'effondrer et de se rouvrir brutalement à chaque fois qu'elle se repliait. Il tombait. À chaque chute, les vents du nuage la regonflaient. Ceci s'appelle une cascade. Et c'est l'une des expériences les plus terrifiantes que l'on puisse endurer. Vous êtes essentiellement en chute libre, puis vous remontez, chute libre, puis vous remontez encore et encore. Comme une poupée de chiffon secouée entre des forces qui n'ont aucune idée de votre existence, sans aucune raison de s'arrêter. Peng était stupéfait, il n'avait aucune idée de ce qui se passait, ses pensées étaient embrouillées. De la glace s'est formée sur sa combinaison, sur ses ailes, partout, ses mains sont devenues engourdies. Et à travers tout cela, il continuait de façon incroyable et presque impossible à s'élever. Son altimètre, l'appareil qui indique exactement à un pilote à quelle altitude il se trouve, continuait de grimper. Au-delà de 10 000 pieds, puis 15 000, puis 20 000, des chiffres qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Peng a cessé de regarder, il savait qu'il était désormais en territoire mortel. Quelque part au-dessus de 23 000 pieds, il a perdu connaissance. Vous vous souvenez ? Peng a commencé à environ 10 000 pieds, là où il a décollé de la base des montagnes chiliennes. Maintenant, 20 minutes plus tard, il était au-dessus de 28 000 pieds. C'est comme être propulsé par un canon depuis votre jardin directement jusqu'au sommet du monde en le temps qu'il faut pour regarder cette vidéo YouTube.
Le corps humain ne peut tout simplement pas s'adapter aussi vite. Et quand votre corps ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin, il s'arrête. Il ne traversait pas cela tout seul. Au sol, debout, en toute sécurité sur le site de lancement, son ami, Gus Germin, écoutait tout ce qui se passait à travers un talkie-walkie. À travers les grésillements, Gu pouvait entendre la violence du vent, la panique dans la voix de Peng et ses tentatives désespérées et infructueuses de replier son aile. Mais que pouvait-il faire ? Il continuait d'écouter son ami se faire entraîner dans la zone de la mort, complètement impuissant à l'arrêter. Et puis, alors que Peng franchissait les 7000 mètres, la radio s'est tue. 8585 mètres, c'est là que Peng Yuzhang a atteint son sommet. Pour mettre cela en perspective, le sommet du mont Everest, le point le plus élevé à la surface de toute la Terre, culmine à 8848 mètres. Peng Yuzhang s'était retrouvé à moins de 275 mètres du sommet de la plus haute montagne du monde sans même le vouloir. Il n'aurait pas pu survivre, il n'aurait pas dû survivre. Mais alors que Peng atteignait le sommet de ce monstrueux nuage et commençait à retomber vers la Terre, l'événement le plus incroyable se produisit. Peng ouvrit les yeux, Peng se réveilla. En descendant de 28 000 pieds, à cette altitude, la température autour de lui était de moins 40 degrés Fahrenheit. Ce genre de froid détruit la peau exposée en quelques minutes. Mais au plus profond de son crâne, autre chose se produisait. Pour chaque degré que la température de votre corps diminue, la demande en oxygène de votre cerveau baisse de 5 à 7%. Donc, plus Peng avait froid, moins son cerveau avait besoin d'oxygène pour rester en vie. Son corps était comme un téléphone, passant en mode urgence lorsque la batterie atteint 1%. Mais lorsque la tempête a commencé à le libérer, l'air froid et la vitesse de la chute l'ont sorti de son hibernation. Il s'est donc réveillé en plein milieu de la tempête. Quand Peng s'est réveillé, tout autour de lui était blanc. Il tournait encore, mais il était réveillé, donc il avait une chance de s'en sortir. Peng a immédiatement saisi la boussole avec des doigts qu'il sentait à peine et s'est orienté vers le nord-est, en direction de ce qu'il espérait être la limite de la tempête. Il n'avait aucune idée de la distance à parcourir, il ne savait pas si ses ailes tiendraient, il s'est simplement mis en mouvement. À un moment donné, il a commencé à distinguer des formes, des silhouettes et la terre. Puis, comme s'il perçait la surface de l'eau après avoir été retenu sous l'eau, le nuage s'est dissipé. Il était libre. « Je suis enfin sorti !» a-t-il crié à la radio à son ami. Je ne peux qu'imaginer le soulagement qu'il a dû ressentir. Peng a atterri à 13h30, environ 71 minutes après avoir décollé d'un endroit appelé le ranch Tiangshen dans le comté de Sunan, province du Gansu. Il avait parcouru environ 34 km depuis son point de départ. Ses doigts et ses mains étaient gravement gelés, son visage était recouvert de glace. Son corps était enflé à certains endroits qu'il ne pouvait pas voir. Mais il était conscient, il pouvait parler, il était vivant et il devait retrouver ses compagnons. Il a titubé jusqu'à la route et fait signe à une voiture. Le conducteur a jeté un coup d'œil à cet homme étrange, avec de la glace sur le visage, les vêtements trempés et gelés, et l'a ramené auprès de ses amis sans poser de questions. Lorsque Peng s'est enfin réuni avec ses compagnons, personne n'a dit grand-chose au début. Que dire à un homme qui revient d'un endroit d'où personne n'était censé revenir ? Son compagnon, Gu Germin, a plus tard décrit ce moment simplement. Il a dit que Peng avait l'air d'un homme qui avait vu quelque chose qu'il n'avait pas de mots pour décrire, pas encore. L'incroyable expérience de Peng a été entièrement capturée par une caméra fixée à son harnais. En quelques jours, les images se sont répandues sur Internet. La CCTV, la chaîne nationale chinoise, a diffusé une interview complète. Reuters l'a reprise et l'a distribuée à des milliers de rédactions dans le monde entier. CNN, BBC, The Guardian, NBC News, tous les grands médias du monde ont relayé l'histoire. Pendant des jours, Peng Yuzhang est devenu le parapentiste le plus commenté de la planète. Le monde était fasciné, mais aussi incroyable que soit cette épreuve, quelque chose ne collait pas tout à fait. Sachez que chaque semaine sur Patreon, je partage quelque chose de nouveau. Une vidéo exclusive, une analyse de ce qui s'est vraiment passé ou une histoire personnelle que je ne mets pas sur YouTube. Si vous voulez découvrir les coulisses avec moi, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. Les parapentistes ont remarqué quelque chose d'étrange dans ces images de la tempête. La communauté du parapente est petite, technique et extrêmement attentive aux détails de l'équipement, ce qui est logique.
C'est un sport où l'équipement peut littéralement sauver la vie. Et lorsqu'ils ont regardé les premières secondes de la vidéo virale, plusieurs choses ne collaient pas. D'abord, il semblait que Peng était dans un harnais ouvert de type assis pendant les 5 premières secondes, mais toutes les autres images authentiques montraient Peng dans un harnais de type cocon. Un équipement complètement différent en fait. Le casque du pilote au début était blanc, alors que le casque de Peng et le reste des images étaient en noir. L'arrière-plan montrait un sol vert, puis tout à coup, il montrait un terrain couvert de neige. Mais les montagnes chiliennes en mai sont couvertes de neige, alors d'où vient ce sol vert? Et l'angle de la caméra au début était un plan large en retrait. Le genre de perspective qu'on n'obtiendrait qu'avec un drone séparé filmant à distance, réfléchissez à ce que cela impliquerait. Un drone séparé et un opérateur de drone. Qui devait savoir exactement où Peng allait se trouver? Et exactement quand le nuage allait l'emporter? Pendant une urgence imprévue que personne n'avait anticipée, ça ne collait tout simplement pas avec ce qui se passait. La preuve irréfutable se trouvait dans les premières secondes de la vidéo sur le parapente de Peng. Le mot « Apollo 2 » était censé apparaître sur la voile. C'est un détail mineur et sans importance, sauf que les lettres étaient mélangées et illisibles, pas tout à fait correctes d'une manière difficile à décrire, mais impossible à ignorer. C'était une preuve majeure que cette vidéo incroyable avait été en partie générée par l'IA. L'IA ne peut pas rendre le texte, elle voit la forme des lettres, les devine et les reproduit. Mais c'est tout simplement faux. Il suffisait qu'une seule personne regarde attentivement pour voir qu'un mot à peine lisible était tout ce dont les gens avaient besoin. Lorsque les enquêteurs ont retracé la vidéo à travers sa chaîne de distribution, ils ont trouvé la preuve juste là, sous leurs yeux. La vidéo de cet accident a été mise en ligne sur Facebook avec un filigrane d'Obao encore visible dans le coin inférieur droit. Et Dobao était un outil de génération de vidéos par IA appartenant à MyDance, la même entreprise qui possède TikTok. Pour une raison quelconque, quelqu'un avait utilisé un outil d'IA pour générer le plan d'ouverture et l'avait collé au début des vraies images de Peng, sans même retirer le filigrane. Le reste de la vidéo était réel, les données GPS, les engelures, l'altitude, le nuage, tout cela était réel, mais les 5 premières secondes ne l'étaient pas. Finalement, les rédactions ont compris et l'ont retiré, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Le monde s'était déjà fait une opinion sur Peng Yuzhang et maintenant, plus personne ne savait quoi croire. Mais cette controverse restait mineure face aux autres accusations contre Peng Yuzhang. Parce que pendant que le monde débattait des images, le gouvernement chinois se débattait avec une question sérieuse qui n'avait pas de réponse claire. Ce vol était-il vraiment un accident ? La réponse à cette question était extrêmement importante, car selon les strictes réglementations de l'espace aérien en Chine, un vol en parapente à travers le pays nécessite l'approbation du gouvernement. Mais le maniement au sol, comme Peng l'a affirmé, ne nécessite pas cette autorisation. Testait-il vraiment simplement un harnais ou essayait-il de faire quelque chose d'illégal ? Pour les enquêteurs, plusieurs éléments ne collaient pas dans l'histoire de Peng. D'abord, Peng portait ce jour-là des moufles spécialisées et épaisses. C'est le genre de choses que l'on porte quand on sait qu'on va rester longtemps en altitude dans l'air froid. Il avait une caméra à 360 degrés montée et en marche, ce qui est inhabituel pour un parapentiste amateur qui teste simplement un harnais. Et ses journaux de vol montraient qu'il avait volé 8 fois dans cette zone précise, rien qu'en 2025 avec des ascensions précédentes atteignant un peu plus de 17 000 pieds. Les experts internationaux n'y croyaient pas non plus. Brad Harris, président de l'association tasmanienne de vol libre et de parapente, a été direct. On ne porterait pas ces choses ni ne les préparerait juste pour tester une aile au sol. Je ne vous dirai pas quoi penser des intentions de Peng. L'enquête a accepté sa version des faits et il a subi de réelles conséquences physiques à cause de ce qui s'est passé, avec des engelures, un manque d'oxygène et un corps qui a été mesurablement endommagé par l'expérience. Je veux que vous sachiez que ces questions existent, car elles comptent pour ce qui s'est passé ensuite. Le 27 mai 2025, la CCTV, la chaîne de télévision d'État chinoise, a diffusé une interview sympathique avec Peng Yuzhang. Ils ont présenté sa survie comme remarquable, dramatique, une histoire d'endurance humaine face à des obstacles impossibles. Mais le 28 mai, dès le lendemain, l'Association provisoire des sports aériens du Gansu a publié son rapport officiel. Ils ont classé le vol comme un accident et non comme un vol illégal.
Cette distinction juridique a protégé Peng Yuzhang de poursuites bien plus graves, mais il a tout de même été sanctionné. Peng Yuzhang a écopé d'une suspension de vol de 6 mois. De plus, il a été obligé de rédiger un rapport de réflexion sur l'accident, dans lequel il devait, selon le langage officiel, réfléchir profondément à cet accident de vol. Gu Shermin, son ami qui a mis en ligne la vidéo de cet incroyable incident sur Internet, a également écopé d'une suspension de 6 mois et a dû soumettre son propre rapport de réflexion. Son infraction, selon le rapport officiel, était d'avoir diffusé la vidéo du vol sans autorisation, ce qui a causé des impacts négatifs. Tous les sites de vol potentiels dans la ville de Jiayuiguan et le comté de Sunan ont été immédiatement bouclés. Des panneaux d'interdiction de vol bien visibles ont été installés. Et toutes les activités de vol dans la région ont été interdites, jusqu'à ce que les procédures d'approbation appropriées puissent être complétées. Finalement, le record d'altitude de Peng n'a pas non plus été officiellement reconnu parce que le vol n'avait pas été enregistré. Aucun record ne serait pris en compte. Donc, Peng Yuzhang vient de faire quelque chose que presque aucun être humain n'a jamais fait, et la réponse de son gouvernement a été de lui interdire de pratiquer ce qu'il aime pendant 6 mois, et de lui demander d'écrire un rapport expliquant ce qu'il avait fait de mal. La question qui me reste n'est pas de savoir si Peng méritait une punition, cela relève des règlements et des lois sur l'espace aérien. Et il y a des personnes bien plus qualifiées que moi pour en juger. La question qui me reste est plus simple, que fait-on d'une expérience comme celle-là ? Que fait un homme du fait de savoir qu'il est allé quelque part ? Presque aucun être humain vivant n'y est allé sans essayer d'y aller, puis en est revenu. Peng a donné sa première grande interview sur CCTV 3 jours après le vol. Il a parlé du froid, il a parlé de la glace sur son visage, il a parlé du moment où il a traversé les nuages et a vu la Terre. Il n'a pas parlé du rapport de réflexion, il n'a pas évoqué la controverse autour de ces images vidéo. Voici ce qu'il a dit. C'est encore effrayant d'y penser. Ma peur n'a pas complètement disparu. Je ressens encore de l'inquiétude quand j'y repense aujourd'hui. Peng a survécu à un accident étrange, unique dans une vie, uniquement parce que le ciel a fini par le recracher. Mais lorsque vous entrez délibérément dans la zone de la mort de l'Annapurna, il n'y a pas de place pour la chance. Quand votre corps commence à lâcher, il suffit d'une seule erreur épuisée et terrifiante, avec une seule corde. Et vous vous retrouvez à plonger de 70 mètres dans une crevasse de glace qui refuse de vous rendre. Regardez la prochaine vidéo pour découvrir ce qui arrive quand la montagne la plus mortelle vous engloutit vivant.